Alors, avant d'aller directement sur la carte au 1/50 millième de Condé sur Noireau, d'abord essayons de nous repérer avec la carte au millionième pour déjà avoir une idée des éléments les plus importants. Donc on repart dans carte géologique et on prend la carte au millionième, la carte imprimée, de façon à déjà nous repérer. Alors la zone de Condé sur Noireau, elle va se situer exactement à la frontière entre le bassin parisien et le massif armoricain. On est exactement à cheval sur les deux. Donc demandons à Infoterre de nous emmener à Condé sur Noireau. Mais si possible avec la carte géologique. Donc là on est à trop fort grossissement pour être sur la carte au millionième, donc prenons un petit peu de recul. Parce qu'il nous a mis au 1/50 millième, donc replaçons-nous au millionième. Voilà. Donc là nous sommes centrés sur Condé sur Noireau, vous pouvez même le lire ici. Donc nous allons avoir la carte au 1/50 millième centrée sur Condé sur Noireau. Donc on voit déjà, avec la carte au millionième, en fait vous avez déjà une esquisse du schéma structural. Donc si vous y avez accès, c'est extrêmement pratique, puisque les grandes idées sont en fait figurées sur la carte au millionième. Qu'est-ce qu'on va devoir faire figurer? On va devoir faire figurer deux ensembles, un ensemble qui est le bassin parisien, un autre ensemble qui est le massif armoricain dans sa portion correspondant à l'orogénèse cadomienne. Donc nous avons de la couverture cadomienne briovérienne ici, et puis de la sédimentation plus tardive, cambro-ordovicienne, qu'il faudra faire figurer. Donc des éléments de couverture cadomien, des éléments de couverture hercynien. Donc vous voyez déjà que nous avons trois éléments de légende. Ça c'est pour l'aspect sédimentaire. Et puis on voit clairement que l'aspect tectonique devra figurer aussi, puisqu'il y a un grand chevauchement qui est présent sur cette carte, et que le fait qu'on ait des terrains ordoviciens allongés, entourés de terrains cambriens, nous laisse penser qu'il y a des plis. Donc il va y avoir deux pôles d'interprétation de cette carte, un pôle sédimentaire et un pôle tectonique. Une fois qu'on s'est repéré, on va justement passer à la carte au 1/50 millième. Donc, nous n'avons plus besoin de la carte au millionième. On se replace à l'échelle correcte du 50 millième. Et nous avons donc la carte de Condé sur Noireau. On demande d'avoir accès à la légende. Et nous avons ici les différents figurés de légende, sachant qu'il manque bien sûr les explications tectoniques et aussi les explications métamorphiques. Donc je vais devoir vous aider un petit peu. Les petits traits rouges qui sont présents ici sont dans la vraie légende marqués comme du métamorphisme de contact. Donc nous ici sur cette carte, il manque quelque chose d'intéressant. Donc en fait, sur les cartes papier, j'avais agrandi un tout petit peu avec l'autre carte juste à côté au 1/50 millième. Donc nous allons remonter un tout petit peu au 100 millième, de façon à avoir un schéma structural un petit peu plus intéressant à faire. Donc maintenant vous avez l'ensemble des éléments qui sont observés. Bien sûr, vous pouvez faire des allers-retours entre la carte au 1/50 millième et la carte au 100 millième, mais le schéma structural doit être à l'échelle du 100 millième. Mettez en pause. Donc nous avons la carte au 100 millième dont nous devons faire le schéma structural. Je vais ensuite passer sur des grossissements au 1/50 millième pour que vous compreniez mieux comment on interprète. Donc on repère déjà ici un massif granitique. Donc nous avons ici un pluton traversé de quelques failles, ce qui fait que les limites sont parfois hachées. Donc nous avons un premier pluton, mais sur lesquels il y a ici des terrains sédimentaires. Et puis de même, vous voyez que j'ai isolé ici aussi, et là aussi, des terrains sédimentaires.
Donc nous allons ensuite devoir travailler, réfléchir sur les liens qu'il y a entre cette série sédimentaire et le pluton granitique d'Athis. Nous avons ici un autre pluton. Et puis on en a encore un ici. Et juste un petit morceau par là, quasiment pas visible. Un ensemble de grands terrains qui sont ici notés en vert, en turquoise, qui sont des terrains briovériens. Donc nous avons dit que ça, ce serait un premier ensemble, la couverture sédimentaire briovérienne. Donc nous allons faire la limite avec le reste qui n'est pas briovérien. Et donc ça, nous pouvons déjà le noter. Nous avons déjà un grand ensemble qui est la couverture sédimentaire briovérienne. Donc soit on fait une légende à côté et on met un figuré de couleur, soit ça peut être plus simple, quand vous avez de très grands ensembles, d'écrire directement dedans. Donc on est sur de la couverture cadomienne, on doit interpréter déjà la structure. Donc comme c'est briovérien, on sait que ça appartient à l'orogénèse cadomienne. Donc vous voyez ici, j'ai directement interprété. Je n'ai pas noté briovérien, j'ai noté directement l'orogénèse à laquelle ça appartient. On repère aussi quelques grandes failles à l'intérieur des sédiments primaires. Donc là, il faut bien noter que ces sédiments-là, cambro-ordoviciens, ce sont en fait les sédiments de l'orogénèse hercynienne. Donc on va rajouter ça, on va interpréter ça comme une couverture sédimentaire hercynienne. Et puis on voit déjà qu'il présente des structures qui sont des structures qui ont l'air d'être emboîtées les unes avec les autres. Donc ici, on devine qu'il y a ce qu'on appelle une terminaison périclinale, c'est-à-dire l'extrémité d'un pli. Mais que ce pli n'est pas complet à cause de la faille qui est présente ici. Donc là, j'ai le plan axial du pli. Et ce pli est en partie caché par le fait qu'il y a un autre pli qui, présentant une faille, le masque. Et on a le même problème ici, on a un début de pli, mais ce début de pli est lui-même recoupé par une faille. Donc nous avons des plis faillés datant qui affectent cette couverture hercynienne. Ici, beaucoup de points triples, c'est simplement que c'est les terrains là qui sont en jaune clair sont des terrains quaternaires qui reposent sur le tout. Donc ça, ce sont des terrains horizontaux qui se sont déposés dessus, comme d'ailleurs tous les terrains qui sont notés ici OE, qui sont des leusses, c'est-à-dire des sédiments éoliens qui se sont déposés un petit peu partout. Et puis dans ce coin, nous voyons des terrains qui sont notés des terrains triassiques. Alors je vais passer outre le quaternaire. On a ici, il se retrouve ici, on en trouve là. Donc on ira voir à plus fort grossissement quelle est la limite exacte. Et donc tout ceci appartient au bassin parisien. Donc là on voit qu'on est sur le bord d'un terrain sédimentaire, d'un bassin sédimentaire. Donc nous avons plusieurs ensembles, ce qui se dégage nettement, des plutons granitiques, de la couverture cadomienne et des sédiments hercyniens plissés, et dans un coin, nous avons le bassin parisien. Alors qu'est-ce qui se passe aux environs des autres granites que le granit d'Athis? Tout simplement, l'auréole de métamorphisme se poursuit, c'est juste qu'ils ont changé un petit peu la couleur entre les deux cartes, donc c'est pas forcément facile à suivre, mais on retrouve exactement le même motif, donc on l'interprète exactement de la même manière. Donc rien de spécial autour des autres massifs granitiques. Donc maintenant nous sommes à plus fort grossissement, donc on voit mieux les choses. Donc nous retrouvons le granit d'Athis qui est présent ici.
Alors sur ce granit, on voit très souvent se figurer avec A, qui dans la légende est une arène. Donc là c'est simplement une figure d'altération. Nous avons bien un massif granitique plus ou moins altéré. Et puis la limite de la zone métamorphisée, donc cette limite étant elle-même faillée, qui va jusqu'à la ville de Condé sur Noireau. Parfois j'ai pas tout à fait bien fait les limites, ici et là c'est pas joli. Où ça passe là sous les Leus, nous ne savons pas trop. En tout cas, je l'ai mal dessiné. Parce que ici, pardon, par ici, nous l'avons ici. Voilà. Et donc probablement quelque part là-dessous. Donc ici, nous avons les terrains qui, vu l'imprimé de fond, ici vous avez B, donc c'est du brio-vérien, mais du brio-vérien métamorphisé, puisque nous avons ici ce figuret métamorphique. C'est marqué comme métamorphisme de contact. Donc sur le schéma structural, nous allons utiliser les mêmes conventions, c'est-à-dire une série de petits traits qui est caractéristique du métamorphisme de contact, et on va même l'écrire en toutes lettres, auréole de métamorphisme de contact. Donc ça, c'est simplement dû au fait que le Pluton, quand il se forme, il est encore chaud, et donc sa chaleur diffuse, et elle est suffisante pour induire des réactions métamorphiques dans la couche de roche qui est réchauffée. Et si cette couche de roche augmente à une température qui augmente de plusieurs centaines de degrés, eh bien elle va faire des réactions et se transformer en roche classique de métamorphisme de contact. Donc probablement on va avoir des cornéennes quelque part par ici au contact immédiat, et puis on va avoir des schistes tachetés tout le long, puis plus rien quand l'augmentation de température n'est plus suffisante pour induire des transformations minéralogiques métamorphiques. Donc facile à interpréter, on peut même peut-être faire un petit figuré d'interprétation. C'est directement le granit qui libère de la chaleur, parce que lui, il cristallise à des températures qui sont aux alentours de 800 degrés, donc il va forcément libérer de la chaleur et induire ce métamorphisme de contact. Quelle information nous tirons d'un métamorphisme de contact? Eh bien, si les sédiments brio-vériens qui sont ici sont métamorphisés par le contact par ce granit, forcément le granit est postérieur au brio-vérien. Or, nous sommes dans la zone qui est le massif armoricain. Nous avons un granit postérieur au brio-vérien que nous avons donc interprété comme étant l'époque cadomienne classique. Nous avons un granit postérieur au brio-vérien. A priori, l'apparition de ce type de pluton granitique, donc typiquement tardi-orogénique, elle peut être liée soit à la chaîne de montagnes hercynienne, soit à la chaîne de montagnes alpine ou pyrénéenne. Vu l'endroit où nous sommes en Normandie, on va proposer bien sûr qu'il s'agisse d'un granit, d'un pluton tardi-orogénique hercynien, et qui remonte comme ça et qui vient transformer les roches avoisinantes. Sur ce grossissement, nous n'avons pas grand-chose d'autre à dire puisque les autres éléments intéressants sont masqués. Sur cet agrandissement au 1/50 millième, nous voyons donc la couverture primaire du cambro ordovicien que nous avions déjà interprété comme étant plissée. Mais là, on va un peu mieux voir qu'elle est à la fois faillée et plissée. Donc, on retrouve des failles ici. Alors là, elle est en pointillé, ça veut dire qu'elle n'a pas été observée, qu'elle n'est que supposée. Par contre, là, elle est en trait plein, donc elle a réellement été observée. Nous avions déjà noté cette faille ici, près de Saint-Rémy. Donc de très nombreuses failles qui sont présentes, et on devine d'ailleurs que ce réseau de failles a une grande influence sur le cours d'eau, parce que vous avez ici des cours d'eau, un cours d'eau qui n'arrête pas de changer d'angle, et on a vraiment l'impression qu'il suit en fait les failles. Et ici, vous remarquerez que ce cours d'eau, dans cette portion-là, mérite aussi le terme de cluse, exactement comme nous l'avions fait pour Pontarlier. Ici, nous avons un cours d'eau qui recoupe perpendiculairement un pli, donc,
c'est bien une cluse. Et vous voyez comment se forment les cluses. La plupart des cluses empruntent des failles qui sont déjà des endroits où l'eau va pouvoir s'infiltrer facilement, éroder, et c'est pour ça qu'on trouve autant de cluses, parce que sinon il n'y a pas de raison que les cours d'eau recoupent les plis. Ils devraient avoir plutôt tendance à prendre la couche la plus tendre et à être parallèle à ce moment-là au cours d'eau, mais au pli. Et quand vous avez des cluses qui recoupent les cours d'eau, comme on en a ici, comme on en a là, et c'est généralement qu'ils empruntent des failles. Ici, c'est vraiment typique, hein, l'Orne fait un angle de plus de 90 degrés, là, c'est vraiment une cluse caractéristique due à une faille. Alors, nous avions déjà noté ici un plan axial de pli, mais nous n'avons pas précisé de quel type de pli il s'agit. On voit qu'il y a du cambrien noté numéro 4, alors qu'en périphérie, il y a du cambrien noté numéro 1. Comme les 1 sont toujours plus anciens, ça veut dire que nous avons au cœur du pli des terrains qui sont des terrains les plus récents. Donc, ça veut dire que ça se plisse en synclinal. Et donc, nous allons faire le figuré de synclinal. Donc, terrain, c'est-à-dire que ça s'est plissé comme ceci. C'est pour ça qu'on a les terrains les plus récents ici au centre. Et la difficulté que vous avez peut-être eue, c'est que justement ce pli n'est pas complet, il est grandement masqué par la faille qui a fait bouger l'autre partie du pli et l'a fait disparaître, ce qui complique un petit peu notre interprétation. Qu'est-ce qu'on a dans cette deuxième partie ? Dans cette zone centrale, on a essentiellement des terrains cambriens numéro 4, mais vous retrouvez aussi en périphérie que l'on va vers K3, K2, puis même chose de l'autre côté. Donc nous avons ici aussi un pli, et de la même manière, nous avons aussi un pli synclinal. Donc là, nous avons deux synclinaux qui sont séparés par une faille, et donc si ce dessin correspondait au premier synclinal, on voit qu'au contact de K4 ici, on retrouve K3. Donc ici, par exemple, on va dire que c'est le numéro 4, que là, c'est le numéro 3, et que là, c'est le numéro 2. Si le long de la faille, j'ai le numéro 4 qui est en contact avec le numéro 3, je peux donc penser que la portion qui contient le numéro 3 est remontée. Et comme ici ça masque en plus une partie du pli, c'est pas une faille probablement verticale, j'ai probablement une surface de chevauchement entre ces deux plis. Ce qui permet d'enchaîner deux synclinaux sans anticlinal entre les deux. On a à nouveau une faille et on retrouve un pli, même type de pli, donc même raisonnement, vous retrouvez la même série, K3, K2, etc. Mais si ce n'est qu'ici, on remonte jusqu'à l'ordovicien, donc avec des terrains encore plus récents. Donc ça, c'est probablement qu'entre la partie droite et la partie gauche du pli, la partie droite est beaucoup plus remontée, d'où une érosion qui est un peu plus... beaucoup moins remontée, pardon, d'où une érosion qui est plus forte dans cette portion gauche qui a fait partir tout l'ordovicien. On n'oubliera pas de noter scrupuleusement la limite entre le briovérien et le cambrien, puisque nous avons interprété cette limite comme étant des sédiments appartenant à l'orogénèse cadomienne d'un côté, l'orogénèse hercynienne de l'autre. Ensuite, chaque fois que l'on a un pli, on essaye de dater le pli. Donc bien sûr, le pli est postérieur aux terrains les plus récents qui sont impliqués dans le pli. Donc il va falloir faire figurer comme élément important ici, et c'est peut-être le seul terrain que nous allons reporter sur la carte, on va bien noter que le terrain O3 est pris dans le pli, ce qui nous permettra de dire que ce pli est forcément postérieur à l'ordovicien, ce qui vous laisse deux causes possibles, l'orogénèse hercynienne ou l'orogénèse alpine. Deux arguments pour dire qu'il s'agit de l'orogénèse hercynienne, déjà l'endroit où nous nous trouvons. Pour faire des plis d'une telle ampleur à une telle distance des Alpes et des Pyrénées, ce n'est pas très crédible. Mais le meilleur argument que nous avons, c'est l'orientation de ces plans axiaux de plis. Là, on est vraiment sur l'orientation hercynienne tout à fait classique, nord-ouest, sud-est.
C'est vraiment typiquement l'orientation hercynienne. Si il s'était agi de plis provenant des Alpes, et donc avec une compression dans ce sens-là, on les aurait eu perpendiculaires à ce que nous observions, et quelque chose venant des Pyrénées n'est pas très crédible vu la distance où on est et le faible impact des Pyrénées, qui en gros n'a d'impact notable que jusque-là sur la Gironde en termes de plissement de couverture sédimentaire. Après, on a toujours de la flexure, mais de plissement sédimentaire, non. Hein, franchement, c'est pas raisonnable. Les Alpes et les Pyrénées sont beaucoup trop loin. Donc nous allons interpréter tous ces plis comme du plissement hercynien. Je vais peut-être repasser en noir parce que là je crois qu'on ne voit pas très bien que je tente d'écrire qu'il s'agit d'un plissement hercynien. Donc vous voyez, nous n'avons pas dessiné le pli, nous avons juste reporté les plans axiaux des plis, nous avons directement interprété les failles quand on le pouvait, et nous avons surtout interprété les raisons de ce pli. Nous avons interprété ça, nous avons relié à une des orogenèses. La seule strate que nous avons reportée, c'est celle qui est notée O3 ordovicien, simplement parce qu'elle nous permet de dater. Ce qui ne permet pas de dater ne doit pas être reproduit en tant que strate. Cet agrandissement nous permet de mieux préciser la nature de la relation entre le granit d'Athis, qu'on retrouve ici, et des terrains qui sont à nouveau des terrains primaires, qui sont présents en contact normal. Vous voyez que, à part ici où il y a une faille en tréplin, le reste est un contact normal de ces terrains sur le pluton. Donc ça nous permet de dater l'installation du pluton. Je vous rappelle que le pluton, en produisant de la chaleur, métamorphise les terrains sédimentaires. Donc ça veut dire que si ces terrains étaient déjà là au moment où le pluton se met en place, ils sont nécessairement métamorphisés. Or, ils n'ont pas de figuré métamorphique. Donc je peux en déduire que ces terrains se mettent en place après l'installation du pluton. Ou, si c'est le granit qui m'intéresse, le granit se met en place entre le Briovérien et le terrain le plus ancien qui constitue cette structure, le Cambrien. Donc vraiment, il se met à la limite, à la toute fin entre le Briovérien et le Cambrien. Donc pour ce granit, j'ai une date précise, donc c'est entre les terrains BK qui sont métamorphisés et les terrains K1 qui ne le sont pas. Donc ça me permet de dater la mise en place du pluton. Quant à la structure elle-même, eh bien je repère une fois de plus une structure avec des terrains emboîtés, au sein de laquelle, alors c'est pas très bien visible, mais c'est K1 en périphérie, K2 au centre, donc à nouveau j'ai les terrains les plus récents qui sont au centre, donc à nouveau j'ai affaire à un synclinal. Ce synclinal lui-même est faillé et il a la même direction que tous les autres. Donc puisqu'il a la même direction que tous les autres et que son âge est tout à fait compatible avec le reste, on reste sur une hypothèse de plissement hercynien, comme d'ailleurs la structure qui est présente ici. Il y a d'autres structures intéressantes sur cette carte, c'est ce qu'on voit ici. Donc nous avons ici des terrains emboîtés, les uns dans les autres, on retrouve ça ici aussi. Donc on pourrait continuer à réfléchir en se disant j'ai probablement un pli, mais là attention, j'ai du Trias à la base, du Jurassique au sommet, donc j'ai des terrains plus récents au-dessus, mais s'agit-il réellement d'un pli? Alors on voit très mal ici les courbes de niveau, hein. C'est le problème de travailler sur un fauteuil, c'est que c'est pas aussi bon que sur une vraie carte. Mais en fait, il y a de très légers changements de pente. Et ici, nous avons affaire à une toute petite butte témoin, de même ici et de même là. Donc ce ne sont pas des plis, ici ce sont des buttes.
Et c'est simple. Alors, si vous étiez passé à côté, et on pouvait tout à fait le faire au vu des données, ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est regarder plus à l'est ce qui se passe. On retrouve les mêmes terrains, exactement les mêmes, empilés, et qui cette fois-ci n'ont pas cette structure emboîtée circulaire, mais font cette forme compliquée qu'on peut assez facilement attribuer à de l'érosion, puisque ça correspond à des endroits où il y a des éboulis. Ces terrains, on les retrouve ici faisant des points triples, avec le pli qui est en dessous. Donc, on va penser à un phénomène de discordance angulaire. Et comme nous avons ici tout un tas de terrains secondaires qui font des points triples sur des terrains primaires, il y a une discordance angulaire. Nous pouvons tout à fait proposer qu'après plissement des terrains primaires, il y ait érosion, puis transgression à partir d'ici, et dépôt à l'horizontale, tout simplement, des terrains triasiques, des terrains jurassiques, puis ensuite visiblement une période de lacune, puisque nous ne voyons rien entre le Jurassique J3 ici et des lœss quaternaires qui sont déposés ensuite. Donc c'est une transgression qui est transitoire du Trias jusqu'au début du Jurassique J3 et pas après. Donc bien sûr ceci appartient, comme nous l'avons déjà noté, ceci appartient au bassin parisien. Et nous avons là les dépôts du bassin parisien en transgression par rapport aux autres terrains. On a eu une montée du niveau marin, c'est venu se déposer. Et quelle est la relation des buts témoins entre ces sédiments? Eh bien ça veut dire que autrefois la limite de rivage allait au moins jusqu'ici, minimum, mais en fait si vous regardez bien, il y en a tout au sud. Je vais prendre une autre couleur pour qu'on les voit bien. Ici, nous en avons ici, et en fait on en a un tout petit peu là aussi au Trias. Donc au Trias, la limite de rivage allait jusqu'au granit d'Athis. Au Jurassique, on voit derrière encore un petit peu de Trias par ici, un petit peu là, un petit peu là. Au Jurassique, elle allait forcément moins loin, puisqu'on voit encore un petit dépôt de Jurassique par ici, on en a encore là, mais on voit que c'est moins étendu. Donc déjà peut-être une petite régression au début du Jurassique, et puis une régression beaucoup plus importante au Crétacé, puisque nous n'en voyons pas directement sur cette carte. Donc là, ce qui est intéressant à repérer, c'est de bien montrer que les terrains du bassin parisien sont en transgression, en discordance angulaire avec les terrains plus anciens, qu'ils soient briovériens ou que ce soit des plis hercyniens. Par contre, c'est peut-être pas la peine d'aller faire une cartographie exhaustive de toutes les petites buttes témoins, juste signaler que vous en avez repéré quelques-unes. Au final, le schéma structural pourrait ressembler à ça, si ce n'est bien sûr qu'il n'y aurait pas le fond de carte, donc remplacer le fond de carte par quelque chose de blanc ou avec des zones colorées. Donc on garde un code couleur et puis on met l'essentiel, donc des éléments descriptifs, mais aussi des éléments de datation relative, donc que j'ai mis en vert très vif, pour qu'on puisse voir les éléments de datation relative. Et j'ai déjà nommé les grands secteurs. Un secteur bassin parisien, je n'ai pas nommé le reste, mais on le ferait par oral, que tout le reste ici est du massif armoricain, mais avec des zones que j'ai déjà nommées comme cadomiennes ou comme hercyniennes. Donc vous voyez, on fait des grandes zones, on nomme les zones d'une façon qui n'est pas seulement descriptive, qui est déjà interprétative, et tout ce que l'on dessine est quelque chose qui est utile pour l'interprétation. Si je n'ai pas l'intention d'utiliser quelque chose pour l'interprétation, je ne perds pas mon temps à le dessiner.